Fin du sommet sur l'immigration entre l'Afrique et l'Europe. Cette dernière entend débloquer 1,8 milliard d'euros au profit du continent noir. Le Bénin se mobilise pour la reconstruction du marché d'Antokpa dont une partie a été détruite par un incendie. Un comité de mobilisation de ressources a été mis sur pied ce jeudi. Enfin, au Kenya, les principaux bailleurs de fonds dénoncent la corruption qui menace dangereusement la croissance du pays. Voilà pour le sommaire de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. À Malte, le sommet Europe-Afrique sur l'immigration ayant réuni chefs d'État africains et européens s'est achevé ce jeudi pour aider le continent africain à lutter contre les causes profondes des migrations. Eh bien, l'Union européenne s'est engagée à débloquer 1,8 milliard d'euros au profit du continent. Un plan d'action pour accompagner l'Afrique dans cette lutte a également été établi. Je vous invite à suivre ici quelques réactions recueillis à l'issue des 24 heures de discussion. Le plan d'action fournit un calendrier clair sur la plupart des choses annoncées, qui doivent être implémentées d'ici 2016. C'est un calendrier très ambitieux. Nous n'avons en gros qu'une année pour les mettre en action. Il y a un siècle, 2 siècles, c'est l'Europe qui en masse a migré vers les États-Unis parce que c'était un nouvel Eldorado. Donc ça, c'est un phénomène naturel qu'il faut dédramatiser. Seulement, il faut organiser la question de la mobilité. Au Cameroun, des centaines de personnes fuyant les exactions des islamistes du groupe Boko Haram affluent encore dans l'extrême nord. Ces réfugiés en quête d'une vie meilleure font face à divers défis. Ce sont pour la plupart des femmes et des enfants en quête d'un mieux-être. À bord de camions de fortune, ces Nigérians qui fuient les atrocités de Boko Haram espèrent trouver refuge au Cameroun voisin, parfois au péril de leur vie. Pendant le trajet, elle a eu des contractions. Les militaires camerounais l'ont emmenée à l'hôpital où elle a accouché. Elle a donné naissance à ce garçon que vous voyez. Elle souhaite nommer son fils en l'honneur de son Excellence, le président Paul Biya. Selon les derniers chiffres de l'ONU, le Cameroun accueille près de 60 000 réfugiés nigérians, dont 49 000 dans le seul camp de Minawao. Les enquêtes montrent par ailleurs que le nombre de personnes vulnérables à l'insécurité alimentaire chronique dans la région est passé de 900 000 à 2 millions, avec une malnutrition très nettement en hausse. Toutes choses qui ne semblent pas freiner l'ardeur de ces réfugiés qui rêvent d'une vie meilleure loin de leur pays. Direction le Nigeria qui s'est officiellement doté mercredi d'un gouvernement formé plus de 5 mois après la prise de fonction du président Muhammadu Buhari. Comment les Nigérians accueillent-ils la nouvelle et quelles sont leurs attentes vis-à-vis de la nouvelle équipe? Élément de réponse dans ce reportage. La nomination des ministres implique tout le monde, donc le travail peut commencer immédiatement. Il n'y aura pas de problème à ce sujet. Avec Babatunde Fashola, l'ancien gouverneur de l'État de Lagos, comme ministre de l'Énergie et du Travail, nous savons que c'est un homme d'intégrité et il est un homme de pouvoir. Il est intégré avec cette occasion, il fera plus qu'il n'a fait pour l'État de Lagos. Je leur conseille de travailler en collaboration avec le président pour lutter contre la corruption. C'est ce que le président a promis et nous l'avons soutenu. Non loin du Nigeria, au Bénin, le gouvernement a mis sur pied ce jeudi un comité de mobilisation de ressources au profit du marché d'Antokpa, dont une partie a été récemment ravagée par un incendie. Ce comité a entre autres pour mission la reconstruction du dit marché et celle du capital des sinistrés. Candice Degboué et Floris Dossa pour le point.
L'idée d'une mobilisation nationale en vue d'un soutien aux sinistrés du marché d'Antokpa a été proposée par le président du patronat béninois, Sébastien Adjavon. Il fut le premier à descendre sur les lieux du sinistre, quelques heures après l'incendie qui a ravagé ce marché international, dont la nuit du 30 au 31 octobre dernier. Afin de permettre au patronat béninois de bien mettre en valeur ses idées quant à la rénovation du marché, le gouvernement du Bénin a mis en place un comité composé entre autres du représentant du patronat, du président du Conseil économique et social, des ministres en charge de la famille et de la décentralisation, du représentant de la société de gestion des marchés, du représentant de l'autorité de lutte contre la corruption et enfin du représentant des sinistrés. La principale mission de ce comité est de trouver des solutions immédiates aux usagers afin que ces derniers retrouvent le chemin de leurs activités quotidiennes. Cette préoccupation était au cœur d'une rencontre ce jeudi dans les locaux de la Société de gestion des marchés. Il s'agira pour ce comité de trouver les mots justes, les messages qu'il faut, les stratégies qu'il faut pour susciter la générosité des Béninois, mais aussi la générosité au niveau international. C'est au nom de ce comité de mobilisation de ressources que nous sommes avec vous aujourd'hui pour faire l'état des lieux de la situation, évaluer les dégâts. Sur ce, le comité s'est rendu sur le site du marché d'Antokpa pour lancer les activités de reconstruction des hangars devant désormais servir de boutique aux sinistrés. Visiblement touchée par tant de sollicitudes, la représentante des sinistrés n'a pas manqué de témoigner sa reconnaissance. Au nom des sinistrés du marché, je suis tellement contente et je demande que ça soit bien fait et vite fait au moment possible pour que l'on puisse rejoindre nos emplacements et pouvoir commencer nos activités. Notons que le génie militaire, en charge du projet de rénovation, devra livrer le site dans un délai de 2 mois pour le bonheur des usagers. Au Kenya, les principaux bailleurs de fonds ont sévèrement dénoncé ce jeudi la corruption dont le niveau va de plus en plus croissant. Ils estiment que le phénomène compromet l'avenir de ce pays et menace par la même occasion sa croissance économique et sa sécurité. Contre la corruption qui ronge, entre autres, l'économie du Kenya, les diplomates se sont dit déterminés à prendre des mesures fortes et rapides. Des mesures qui s'appliqueront à leurs propres concitoyens impliqués. Les biens mal acquis dans leur propre pays seront traqués. En effet, une dizaine d'ambassadeurs des principaux pays contributeurs ont ensemble rendu visite à la commission éthique et anticorruption pour des discussions avec les responsables de cet organe public indépendant mis en place par la Constitution. Dans nos discussions aujourd'hui, nous nous sommes mis d'accord sur le fait que les accusations de corruption devaient mener à des enquêtes. Quand la preuve de corruption est faite, il faut que les responsables soient poursuivis. Et s'ils sont coupables, ils doivent être punis en conséquence, quel que soit leur statut ou leur richesse. Nous sommes prêts à prendre plus de mesures pour aider les autorités kenyanes à combattre la corruption. Par exemple, quand c'est autorisé par la loi, en rendant au peuple kenyan ses biens volés ou en imposant des restrictions de voyage aux responsables de pots de vin. Nous avons depuis longtemps une politique où les personnes impliquées dans la corruption n'avaient pas le droit de voyager. Cela en accord avec nos lois sur l'immigration autorisée par le ministère de l'Intérieur. Il y a une liste de gens en place depuis longtemps et ces personnes savent qui elles sont. Je ne vous dirai pas qui c'est à cause des lois de protection des données du Royaume-Uni. La presse kenyane a régulièrement consacré ses unes à des scandales de corruption ces dernières semaines. Le dernier scandale en date, selon un rapport publié ce jeudi, l'armée kenyane est impliquée dans des trafics de charbon et de sucre en Somalie qui financent notamment les islamistes somaliens qu'elle est censée combattre. Dans l'indice de perception de la corruption 2014 de l'ONG Transparency International, le Kenya est classé 145e sur 174 pays.
Un mot de santé à présent. Un Brésilien rentré de Guinée la semaine dernière a été placé en isolement mercredi dans le sud-est du Brésil. Il présente des symptômes d'Ebola. Il faut dire qu'aucun cas de contamination au virus Ebola n'a encore jusque-là été enregistré en Amérique latine. L'homme âgé de 46 ans, arrivé vendredi dernier au Brésil, s'est présenté dans un dispensaire mardi soir avec une forte fièvre, des douleurs musculaires et des maux de tête. Le patient a été transféré mercredi de Belo Horizonte à l'Institut national spécialisé pour des maladies infectieuses Evandro Chagas da Fiocruz à Rio de Janeiro. Le dispensaire a été fermé et les personnes qui ont eu des contacts avec lui seront soumises à des examens. Le patient a déclaré qu'il était arrivé au Brésil le 6 novembre en rentrant de Guinée, un pays africain où l'épidémie d'Ebola a commencé et où il a encore des cas de maladie. À son arrivée à l'Institut, un échantillon de son sang sera prélevé et envoyé pour analyse. Les premiers résultats devraient arriver dans 24 heures. Ce nouveau cas suspect met davantage à l'épreuve les autorités sanitaires du Brésil qui font déjà face à une hausse alarmante des cas de microcéphalie dans l'état de Pernambuco, au nord-est du pays. Jusqu'à présent, 141 cas de microcéphalie ont été identifiés chez des bébés de 44 municipalités de Pernambuco ces 4 derniers mois pour la plupart. La moyenne dans l'état de Pernambuco était de près de 10 cas de microcéphalie par an. Nous sommes de fait dans une situation inhabituelle en termes de santé publique. Selon le ministre de la Santé, cette anomalie congénitale se manifeste pendant la grossesse, le bébé naissant ensuite avec une boîte crânienne inférieure à la normale, ce qui porte préjudice à son développement intellectuel. Du football, pour refermer cette édition, la commission électorale de la FIFA a validé ce jeudi les candidatures de 5 postulants pour l'élection à la présidence de l'institution. Cette commission a écarté le Libérien Moussa Bility, tandis que celle de Michel Platini ne sera étudiée qu'à la fin de sa suspension. Prévu lors d'un congrès extraordinaire le 26 février à Zurich, la commission électorale ad hoc a déclaré 5 candidats éligibles pour se présenter à l'élection à la présidence de la FIFA. À l'issue d'un contrôle d'intégrité des postulants, la commission électorale a ainsi validé les candidatures du prince jordanien Ali bin Al-Hussein, vice-président de la FIFA pour l'Asie, du patron du football asiatique, le cheikh bahreïni Salman Ben Ibrahim Al-Khalifa, du français Jérôme Champagne, ancien secrétaire général adjoint de la FIFA, de Gianni Infantino, secrétaire général de l'UEFA, et du sud-africain Tokyo Sekwale, Mania des mines et de l'immobilier notamment. En revanche, la commission a rejeté la candidature du président de la Fédération de football du Libéria, Moussa Hassan Bility, au vu du rapport d'intégrité le concernant, a indiqué la commission dans son communiqué, sans préciser les raisons de ce rejet. La candidature de Michel Platini, président de l'UEFA, suspendue pour 90 jours le 8 octobre, ne sera quant à elle pas étudiée par la commission électorale ad hoc avant l'expiration de sa suspension, fixée au 5 janvier, ou avant la levée de celle-ci, avait déjà indiqué la FIFA le 20 octobre. La commission prendra sa décision à ce moment-là, avait expliqué le président de la commission électorale, Domenico Scala. Michel Platini a été suspendu en raison des doutes pesant sur un versement de 1,8 million d'euros reçu en 2011 de la part de Joseph Blatter pour une mission effectuée entre 1999 et 2002. Démissionnaire de son poste de président de la FIFA depuis le 2 juin, Joseph Blatter est également suspendu 90 jours, notamment pour ce même versement. Voilà, ce sera tout pour cette édition.